early in the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where we's aligned, what's left. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être fidèles à ce rendez-vous du matin. Il est 6h30 et c'est reparti pour un nouveau numéro de votre matinale King Keliba. Et comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette matinale. Et ce mercredi, nous aurons la chronique culture avec Laura. Ce sera dans quelques instants sur le plateau. Sarah Louia sera également de la partie et deux invités vont nous accompagner jusqu'à 8h. Je rappelle que nous sommes ensemble en direct sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux, comme j'aime à le rappeler. Il s'agit, comme vous le savez, de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Nous attendons également vos réactions sur nos différentes plateformes à propos des sujets qui seront tout à l'heure développés sur le plateau avec nos invités et nos différents chroniqueurs. Tout de suite, nous allons suivre la météo du jour, le temps qu'il fera à Dakar et à l'intérieur du pays. Nous allons tout de suite le découvrir avec nos partenaires de la NACIM. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. C'est l'ANACIM qui vous revient avec l'actualité météorologique. Au courant de ce matin, la fraîcheur va persister sur une bonne partie du pays, avec toujours dans la journée une sensation de chaleur qui sera vraiment relative sur une bonne partie du territoire. L'animation satellite permet de voir un ciel qui sera globalement dégagé vers les régions intérieures du pays, tandis que quelques voiles de nuages vont défiler au-dessus des régions côtières, avec des vents qui vont souffler essentiellement de nord sur le pays, voire même d'est. Sinon, les prévisions de cette journée montrent, comme je disais tantôt, donc un couvert nuageux vers les régions ouest, qui est quand même assez voilé, et vers l'intérieur du pays, c'est un ciel dégagé, absent de tout nuage, avec par conséquent une chaleur qui sera vraiment ressentie vers cette partie du territoire. À Kafrine, par exemple, ou à Baké, nous nous attendons à des températures qui vont atteindre au moins 40 degrés, 39 degrés attendus vers Djoubel, et vers le centre-ouest du pays, des températures de 38 à Mbour, 37 à Thiès. Et à Dakar, nous aurons une température de 30 degrés au courant de ce mercredi. Donc voilà, chers téléspectateurs, dites-vous bien que la fraîcheur matinale va être toujours de mise sur le pays au courant de ce mercredi, avec dans la journée donc une chaleur qui sera relativement sensible sur une bonne partie du pays, particulièrement vers l'est, avec des températures qui vont atteindre 40 degrés dans cette partie du territoire. Et donc un couvert nuageux qui sera vraiment faible vers la partie est du pays, tandis que sur le long du littoral, des voiles de nuages pourraient défiler au courant de cette journée. Voilà qui met fin, chers téléspectateurs, à votre bulletin météo. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici... Merci à nos partenaires de la NACIM pour la météo du jour. À 6h passées de 34 minutes, bienvenue si vous nous rejoignez. Encore merci de choisir King Keliba. On sait que c'est pas évident de se réveiller à 6h30, mais quand même merci de nous choisir à 7h et de suivre cette matinale sur la RTS. Alors l'équipe est déjà dans le studio. Je l'invite à me rejoindre sur le plateau. Elle va s'installer justement en attendant que l'on aille rejoindre le coach Tanda Khanyai en salle de sport. Mais venez. En attendant qu'on aille rejoindre, comme je disais, le coach Tanda Khanyai en salle de sport pour les exercices de ce mercredi. La gymnastique, c'est tout de suite le temps de permettre à l'équipe de s'installer. Nos deux invités, notre chroniqueuse Laura et Sarah qui nous accompagnent comme toujours. À tout à l'heure. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous allons procéder par quel travail? Le renforcement fonctionnel. Alors, l'renforcement fonctionnel unilatéral, évidemment, il y aura beaucoup de variantes. Vous allez vous en apercevoir vous-même avec le trio de coach Ndeye Diallo qui est là, avec également le coach Mansour et le coach Bou qui va diriger cette séance. Mesdames et messieurs, prêtez-leur beaucoup attention puisque avec, disons, cet exercice, mesdames et messieurs, ça va faire beaucoup de bien. Et surtout, vous allez vous en rendre compte dans tous les cas tout à l'heure lorsqu'ils vont passer à l'action.
En tout cas, suivez bien, mesdames et messieurs, puisqu'il y a beaucoup de variantes. Avec la plateforme, vous l'aurez tout à l'heure. Vous allez voir sur cette plateforme, vous aurez également avec les poids. Alors, une sorte de step, mesdames et messieurs. Dans tous les cas, la parole au coach Bou. Après, on revient. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui, ce mercredi encore, pour vous présenter notre capsule du mercredi qui va porter sur le renforcement unilatéral. Si on parle d'unilatéral, ça veut dire qu'on va juste utiliser une seule partie de notre corps pour faire le renforcement. Pourquoi? Parce que c'est assez important de pouvoir faire ou bien de corriger même l'asymétrie qui existe. Parce que vous savez bien, à chaque fois ou bien toute personne a une de ses côtés qui est beaucoup plus fort que l'autre. Donc maintenant, pour corriger cela, il faut souvent faire des renforcements qui vont faire travailler une partie de votre corps avec des répétitions qui seront à égales par rapport à nos deux côtés. Donc c'est très important, c'est efficace pour corriger l'asymétrie et diminuer en même temps cette existence d'asymétrie. Donc aujourd'hui, on va vous proposer des exercices qui seront pareils et de pouvoir faire une séance d'unilatéral avec juste le kettlebell, le step qui est là. Donc on se donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations. À tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, j'espère bien que ça a été bien suivi. Le renforcement unilatéral avec juste l'engin qui est l'haltère. Donc, ça nous a permis de travailler du haut vers le bas. Toute la posture a été utilisée. Donc, on se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, sur nos prochaines capsules. Et merci à tout le monde. Voilà, merci coach Bou. Merci également au coach Mansour et au coach Ndeye Diallo. Mesdames et messieurs, quant à vous, également, merci de votre attention. Vous avez bien suivi. Alors, continuez de suivre, puisque vous savez, je le disais en début de semaine, eh bien, le sport en tant que facteur de cohésion, mais là, d'insertion sociale, comme le dirait l'autre, mais surtout, eh bien, une véritable épidémie de santé, comme je dirais lapidairement. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, le rendez-vous demain, là-bas, sur le plateau. Alors, je salue tout le plateau, je salue invités, mais également chroniqueurs. À vous tous, excellente journée. J'arrive. Et on vous attend avec impatience. Comme toujours, merci beaucoup, coach Tandara, pour la capsule gymnastique de ce matin. Et vous l'avez dit, demain, vous serez avec nous sur ce plateau pour nous parler de gymnastique toujours. Et l'équipe est déjà bien installée. Sarah, bonjour, tu vas bien? Adama, vous êtes entendue sur le jaune, hein? Oui, il y a comme une connexion. Oui. Il y avait une connexion comme, de temps en temps. Comme par hasard. Oui. Ça arrive. Ça arrive. Oui. Et tu as annoncé les couleurs d'ailleurs de ta chronique, Laura. Absolument. N'est-ce pas? Oui, on va parler du pain tissé aujourd'hui et de la valorisation des textiles africains de manière générale. Et même l'équipe en backstage est dans le thème, comme tu disais tout à l'heure. Absolument. Ah oui. Très joli. Il y a du pain tissé chez les caméras. Derrière, oui. Très jolie tenue aujourd'hui. Ah oui. bah, super. À l'extrême droite. Bonjour également à nos deux invités et je te laisse le soin, Sarah, de nous les présenter. Absolument. Pour le 3e numéro de la semaine, nous recevons Théodore Adrien Ndiaye, qui est le directeur des activités socio-éducatives au ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, ministère qui lance donc des sessions de formation diplômante pour les jeunes encadreurs et éducateurs socio-éducatifs. Objectif, leur permettre ensuite de s'insérer dans les institutions préscolaires des 46 départements du Sénégal. On en reparle en détail avec lui. C'est pas la première fois qu'il vient nous voir. Alors merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et à ses côtés, docteur Ndoumbe Diop Thiam, docteur en économie et coordonnatrice du projet 1000 femmes financé par Affaires mondiales Canada pour le Sénégal, mise en œuvre en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle. Le projet couvre 7 régions et va durer 5 ans. Donc on fait un bilan à mi-parcours de ce projet, bien évidemment. 2 sujets qui se rejoignent finalement. On parle des jeunes, on parle des femmes, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'insertion professionnelle et de formation également. Donc voilà le menu de la chronique ou la rubrique invitée ce matin. Exactement. On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets tout à l'heure. Mais d'abord, bonjour au docteur. Ça va, vous allez bien? Vous êtes très bien habillé. Oui. N'est-ce pas, Laura? Tu confirmes, hein? Ah, mais là, c'est magnifique. Magnifique, magnifiquement fait. Magnifique, c'est à la baille femme, je veux dire. Ouais, voilà. Oui. Et il y en a quelqu'un qui a été séduit, hein? Oui. En coulisses, n'est-ce pas? De l'autre côté. Oui, je vais taire le nom. Bon. Bonjour Théodore, ça va, vous allez bien? Ça va très bien, vous aussi, merci. Vous êtes très bien habillé en tenue traditionnelle. Merci. En tout cas, bienvenue sur le plateau de Kenkeliba, à vous deux. Hein.
Et excuse-moi, Adama, tu as vu la petite nuance ce matin? On a fait venir India et un jour, oui, on pensait qu'ils se connaissaient. Oui. c'est pas le cas. Oui. Faut lui chercher beaucoup de pain, hein. Les Ndiobènes adorent le pain. Bon, on ne va pas s'en mêler. On va vous regarder. Entre les Ndiobènes et les Ndiaye, on s'en regarde mêle faire. pas. On reste en retrait. Voilà. On gère les 90 minutes. D'accord. Alors, on va d'abord parler de cette actualité, même si le ministre du Pétrole et des Énergies l'a annoncé samedi dernier à l'Assemblée nationale, Antoine Félix Diome, lors du vote de son budget. Il s'agit de la suppression, vous l'avez sans doute suivi, de la troisième tranche de WFL, une revendication que les Sénégalais attendaient depuis longtemps. On l'attendait donc, c'est arrivé peut-être pile à l'heure. Alors on en reparle puisque c'est toujours d'actualité et ça intéresse beaucoup les Sénégalais qui attendent justement l'application de cette mesure pour tout simplement voir ce que ça va donner. Les Sénégalais, comme vous le savez, ont souvent parlé de ce système qui les éprouve. Il y a même eu une pétition, je pense. Qu'on a déposée. Exactement. C'est ça. Avec Oumy-Nour comme initiatrice, d'autres Sénégalais ont souvent décrié ce système qu'on a fini par appeler diesel à cause des lourdeurs que cela engendre. Mais bon, on espère avec cette mesure que cela va changer et nous sommes tous concernés sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, surtout ceux qui ont Royofal. Il reste encore les compteurs classiques. Oui. Mais je pense que le premier niveau d'analyse, c'est saluer cette mesure, bien évidemment, cette troisième tranche qui est supprimée. En réalité, c'est le prix de la troisième tranche qui saute. Pour ceux qui utilisent Royofal, ils comprennent un tout petit peu le système. Quand vous êtes dans la première tranche, c'est jusqu'à 15 000 avec les 150 kW. Au-delà, vous êtes dans la deuxième tranche qui revient un tout petit peu plus cher. Ce que les gens décriaient aussi, c'est que c'est 15 000, mais lorsque vous rechargez 5 000, 5 000 et 5 000, ça change. Pourtant, vous êtes toujours dans cette première tranche, c'est 15 000. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument revoir. Maintenant, on attend tous, comme tu l'as dit, d'avoir les détails de cette mesure, comment ce sera mis en vigueur pour véritablement soulager les populations. On se plaignait du loyer très cher, c'est encore le cas pour beaucoup, mais maintenant, l'électricité est venue se rajouter à ces charges-là, donc c'est devenu encore plus difficile pour beaucoup. Et donc, on saluait justement les efforts de l'État du Sénégal pour réduire le coût de l'électricité. Il faut que ça se poursuive, parce que on étouffe. On étouffe. Ah oui, c'est con. On est crevé. Laura. Ah, c'est pas évident du tout. Et c'est vrai que, ne serait-ce aussi que pouvoir expliquer un petit peu comme tu es en train de le faire, comment fonctionnent les tranches et puis pourquoi parfois on va payer tant par kilowatt et parfois on va payer tant. Je pense que c'est important aussi que la Sénélec puisse le faire parce que c'est vrai qu'on se sent déjà, évidemment, sur le budget, ça pèse beaucoup, mais aussi on ne comprend pas. Et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est de se dire, mais déjà je paye plus, en plus personne ne m'explique rien. Et donc c'est quand même vite, forcément, on va trouver ça scandaleux. Donc, je suis contente de savoir aussi, de mieux comprendre déjà comment ça fonctionne. Et puis de savoir que cette troisième tranche va être supprimée parce que ça, on est comme ça, là. D'accord, beaucoup. C'est le tarif qui saute. De 140, on revient à l'ancien système qui est à 136. C'est ça, 136 francs. Et on rappelle aussi que l'entrée en vigueur de cette mesure prévue le 1er décembre. Alors, docteur Noumbé Diop-Thiam, vous avez sans doute suivi cette actualité, une très bonne nouvelle. Oui, une excellente nouvelle pour tous les Sénégalais, je dirais, parce que c'est tout le monde qui est impacté. Je pense que Woyofal, de plus en plus, les Sénégalais l'utilisent et c'est compliqué. Il faut une communication. Il faut une communication avec tout. Il faut que les personnes, les consommateurs, comprennent ce qu'ils achètent, comprennent comment le faire. Et ça, j'en appelle aux agents de la Sénélec de faire plus de communication et même d'éducation, de formation sur comment on achète, quelle période, sur les tranches, quels sont les appareils qui consomment plus. Je pense qu'il faut ça et saluer cette initiative, cette mesure et espérons qu'avec l'exploitation en plein pot de notre pétrole, qu'on finirait un jour par avoir ça gratuitement. Pourquoi pas? En tout cas, on tend vers ça. Ce serait bien. Ce serait excellent. Ce serait bien, en tout cas, à des prix raisonnables. Je crois que dans certains pays, on a même la possibilité de se faire rembourser. Quand on ne consomme pas le tout en électricité, on se fait rembourser. Ce serait pas mal d'arriver à ce système-là. N'est-ce pas, Théodore, Adrien? Absolument. Il faudra saluer cette énième mesure qui vient soulager les populations. Parce que, comme vous l'avez tous dit,
C'est vrai que je suis le seul homme du plateau. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas genré votre plateau là, quoi. Mais considérez-vous comme chanceux. Hein. Voilà. Comme vous l'avez dit, vraiment, ça fait plaisir d'entendre ces mesures-là. Mais comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il faudra plus de sensibilisation, plus de communication. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne maîtrisent pas ces différentes tranches dont on a fait cas tout à l'heure. Mais c'est également de magnifier l'esprit des Sénégalais. Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez vu comment les Sénégalais ont pris le bon côté de ce malaise-là, si on peut l'appeler ainsi, en faisant cas des concerts de Tintin qu'on retrouve partout dans toutes les maisons. Les gens vraiment ont pris ça de manière ironique pour dire que vraiment en toute chose, les Sénégalais également savent faire preuve de dépassement et prendre le bon côté des choses. Exactement. Et à côté aussi, il y a toujours ceux qui ont le compteur classique et qui se plaignent des factures exorbitantes. On a vu que pas mal de personnes ont quand même publié sur les réseaux sociaux justement leurs factures avec des sommes vraiment énormes, alors qu'à la base, ces personnes payaient beaucoup moins. Il y a aussi un autre problème à régler. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que là, c'est Oyofal, mais il y a les compteurs classiques aussi qui sont là. Il y a des difficultés là-bas aussi, les factures ont explosé, ça il faut le reconnaître. Chacun le constate chez lui à la fin du mois quand on reçoit les factures, chaque bimestre je veux dire, mais on est étonné de voir les montants qu'il y a. Bon, la SNELEC s'est expliquée en disant que la subvention de l'État avait baissé, mais quand on fait le rapport entre la baisse de la subvention de l'État et les augmentations, on se retrouve quand même à des montants, c'est-à-dire l'équilibre, on ne retrouve pas cet équilibre-là. Donc on se pose encore beaucoup de questions sur ces aspects-là aussi. Qui vient relever le compteur, quand, comment c'est facturé. Il y a aussi la commission de régulation du secteur de l'électricité qui est interpellée parce que c'est eux qui fixent les prix. Qu'est-ce qui se passe sur le marché mondial, je veux dire, de l'énergie de manière générale? Est-ce que cela nous impacte également? Est-ce que ça agit sur ces augmentations qu'on a pu constater nous-mêmes? Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser sur la table et je pense que ces initiatives qui visent à emmener le consommateur à être davantage conscient de ses droits et à les réclamer, c'est une bonne chose. Ça permet justement à l'État aussi de procéder à des réajustements. Donc on attend encore le ministre et le ministère sur cette question d'énergie et du coût de l'électricité. Comme j'ai dit tout à l'heure, on étouffe déjà avec les loyers. L'électricité vient se rajouter. Ça devient de plus en plus compliqué. C'est ça. Et Oumenou a peut-être gagné une bataille. Une bataille. Voilà, merci pour le plaidoyer parce que vraiment... Elle a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de Sénégalais ont adhéré aussi et c'est par... c'est ça, c'est que nous, on n'a pas l'habitude de réclamer nos droits. Quand il y a un souci, on ne dénonce pas. Mais quand il y a quelqu'un... Exactement. Or, il y a des associations qui sont censées nous défendre, des associations de consommateurs. Donc, il faut faire plus dans ce sens-là aussi, je pense. C'est ça, exactement. Tout est dans la manière utilisée par votre collègue Oumenou. On peut revendiquer une chose, mais la manière compte beaucoup. Parce que souvent, les gens pensent que pour revendiquer un droit, il faudra utiliser la violence, il faudra utiliser les méthodes catholiques. Mais si on s'y prend avec les bonnes pratiques, on peut obtenir énormément de choses. C'est ça. Ce n'est pas toujours le cas au Sénégal. Mais il faudra saluer quand même des personnes qui prennent l'initiative quand même de revendiquer des choses. Parce qu'il le faut. Le pays a besoin de gens comme elle et d'autres syndicalistes également qui font dans la défense des intérêts des citoyens. Et ça, nous connaissons de grandes figures emblématiques du syndicalisme au Sénégal qui ont vraiment fait des choses extraordinaires et qui ont gagné de grandes batailles. C'est l'occasion peut-être de les saluer, tous ces pionniers du syndicalisme sénégalais qui ont fait un travail remarquable. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'adhérents et on peut considérer... Avec beaucoup d'ironie, elle a réussi. Elle a réussi. Je crois que sa page a beaucoup de succès en ce moment. Il y a une part d'ironie qui nous fait sourire. Aux gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui n'ont pas vraiment cette culture de dénoncer une injustice, de rejoindre justement ce combat avec à l'appui des factures avec des montants exorbitants, il faut le dire. Il y a des factures qui ont triplé, qui ont quadruplé, et même voire plus. Et même pour Oyofal, il faut réfléchir aussi au système de remboursement. Parfois, on se trompe. On ne met pas le bon montant, on se trompe. Son remboursement, quoi. Mais elle a raison. Mais c'est vrai, parfois, on se trompe. Au lieu de 15 000, on met 150 000. Au lieu de 5 000, on met 50 000. Comment on fait pour se faire rembourser? Ça ne dure pas. Ou bien on recharge le compteur de quelqu'un d'autre. Donc, le système aussi doit être... Ce sont des choses
choses qu'il faudrait améliorer. Et je pense aussi qu'on pourrait peut-être avoir, je ne sais pas, un de ces jours, le directeur de la Sénélec, justement. Oui, on a lancé l'invitation. Oui. Je pense que c'est dans les coulisses. En tout cas, j'ai lancé l'invitation avec les services communication. Je pense qu'ils sont là-dessus. Ils ont prévu que la directrice marketing vienne, mais vraiment, j'aurais souhaité que ce soit le directeur général de la Sénélec lui-même qui vienne. C'est vraiment le moment. Qu'on puisse échanger. Exactement. Voilà. Les Sénégalais ont besoin de comprendre les explications. À 6h passées de 53 minutes, nous allons maintenant passer à la chronique culture avec Laura. Et c'est juste après ceci. Alors Laura, on va enchaîner. Tu nous parles aujourd'hui de la deuxième édition du Salon pour la valorisation du pain tissé en Afrique. Tout à fait. Alors que ce soit dans l'habillement, dans les tissus d'ameublement, dans le design ou encore même dans les accessoires, le pain tissé peut être présent partout où on décide justement de le valoriser. Et c'était l'objectif de ce deuxième Salon de valorisation du pain tissé en Afrique. Alors pourquoi en Afrique? Parce qu'il y a été question aussi de collaboration entre les pays africains pour pouvoir voir un petit peu s'organiser sur justement la production textile aussi au niveau local. Et le focus a été fait donc cette année sur le coton comme levier de développement pour le continent, en rempart à la friperie et à toutes sortes de textiles qui ne sont pas endogènes et qui tuent la filière petit à petit. Et aussi la question, donc quelle collaboration vraiment entre les pays sur cette question du textile local, du Made in Africa, et aussi comment susciter l'intérêt des jeunes pour la culture du coton, donc pour le métier de tisserand notamment, mais aussi l'appropriation de ces textiles véritablement africains dans la vie de tous les jours. C'était d'ailleurs le sujet de l'un des panels qui s'est tenu ce week-end au niveau du salon. On regarde un petit compte-rendu en vidéo et on y revient. C'est ça. C'était ce dernier week-end de novembre 2023 sur la place du Souvenir africain, la deuxième édition du Salon international pour la valorisation du pagne tissé en Afrique. Après une première édition au CICES en octobre 2022 avec le Burkina Faso comme pays invité d'honneur, c'est cette année le Mali qui a été désigné avec pour thème principal coton, essor économique et affirmation de l'identité africaine. Le pain est transversal. Tous les événements importants pour nous, on voit la présence du pain tissé. Commencer par le mariage, les gens offrent comme cadeau pain tissé. Le baptême. Comme pour la première édition, les objectifs étaient de valoriser les richesses et les talents issus de l'artisanat local, mais surtout mettre en valeur le savoir-faire des tisserands, couturiers, cordonniers, entre autres. Au cours des panels ouverts à tous les matins, il a s'agi de créer un cadre d'échange culturel entre la dizaine de pays africains représentés cette année, de se donner l'occasion de mieux connaître l'éventail des talents sur le continent dans la transformation du pagne tissé, et aux acteurs de la filière de pouvoir questionner les transformations en cours. Depuis 2022, ces organisateurs font le plaidoyer pour l'ouverture d'une maison du pagne tissé au Sénégal, espace que la directrice de la place du Souvenir aimerait pouvoir accueillir dans ses locaux. On n'est plus sous l'ère Senghor qui, quand même, obligeait les ministres ou ses collaborateurs à se vêtir en costume cravate. Mais on est à l'ère où vraiment on est libre de porter ce que nous produisons et produisons ce que nous portons. Le samedi soir, à l'occasion de la nuit du pagne tissé, les différents créateurs ont pu montrer leur savoir-faire au cours d'un défilé où les différents types de pagnes ont pu être représentés, qu'ils soient brillants, brodés, neutres ou colorés. Un week-end d'échanges et d'expositions-ventes pour permettre aux visiteurs de tous horizons de s'approprier cette étoffe 100% africaine dans des accessoires du quotidien. Et l'érection ou la construction d'une maison du pain tissé, franchement, je pense que c'est une étape importante pour justement mieux revaloriser ces tissus africains, même si on sait qu'on assiste à une véritable prise de conscience parce que de plus en plus nos tissus sont valorisés, aussi bien par les hommes que par les femmes. Le consommer local, on a fini par vraiment l'adopter et le concrétiser. Exactement. Et d'ailleurs, cette maison du pain tissé, ce projet-là, c'est un projet sur lequel tous les pays invités, tous les représentants des pays invités étaient vraiment unanimes. Donc il a été question de coopération aussi sur cette question-là. Et puis de pouvoir, au-delà du salon, pouvoir un petit peu, je dirais... amplifier cette question-là aussi, peut-être de pouvoir le permettre d'exister dans d'autres pays aussi et de proposer cette maison du pain tissé également
dans d'autres pays d'Afrique. Alors les différents pays représentés justement, c'était la République démocratique du Congo par exemple, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait aussi évidemment le Burkina, le Tchad, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée qui étaient en fait qui se sont déjà joints au Sénégal sur ce salon-là pour justement l'ouverture d'un groupe de travail qui a été lancé au cours de ce salon pour discuter de ces questions-là et de comment on peut encore mieux valoriser le pain tissé et les textiles africains au sein même du continent. Mais pour cela, encore faut-il que la production et que la consommation justement du pain tissé soit facilitée, qu'elle s'accompagne d'une volonté politique. À cet état d'ailleurs, l'un des invités qui discutait avec... il y avait des discussions au cours des différents panels entre deux questions. Et il y a une remarque qui m'a marquée, c'était l'un des invités qui disait que la longueur d'avance du Burkina Faso sur cette question-là devrait faire tache d'huile en fait sur les autres pays d'Afrique. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80, Thomas Sankara avait imposé par décret à tous ses fonctionnaires de porter le faso d'Anfani, donc le pain tissé de la patrie. Et c'est comme ça aussi que l'idée était de pouvoir valoriser ce savoir-faire local. Et puis au Burkina Faso, ce sont les femmes qui font le faso d'Anfani. Donc c'était aussi une façon de valoriser le travail des femmes aussi. Et c'est vrai que la directrice de la Place du Souvenir le disait d'ailleurs, l'idée c'est de pouvoir améliorer ce que l'on a plutôt que de jeter de côté ce que l'on a pour prendre ce que l'autre fait. Et c'est vrai que le défi, c'est un peu ça. C'est au niveau du Sénégal, c'est de pouvoir relancer la transformation du coton au niveau local et au niveau continental. Le défi, c'est vraiment que la filière textile africaine puisse complètement remplacer la friperie et surtout la régulation des textiles en fait qui sont en provenance de l'étranger. Et parce que en somme, que l'Afrique en fait arrête d'être la poubelle du monde, parce qu'on reçoit aussi des textiles qui sont usagés, qui viennent de l'Occident, et qu'on va réutiliser, ça va empêcher finalement les producteurs locaux de textiles de pouvoir se développer. Et malheureusement, malgré cette très belle richesse, les tisserands aujourd'hui sont en difficulté. Et puis, on en parlait tout à l'heure aussi, l'idée c'est de pouvoir motiver les jeunes à vouloir aller travailler dans ces filières-là. Et malheureusement, le constat qui a été fait aussi, c'est que les tisserands qu'on va retrouver aujourd'hui sont des personnes qui sont assez âgées, qui ont du mal à trouver à qui transmettre aussi, et à permettre en fait de perpétuer en fait ce savoir-faire-là qui est quand même millénaire, ancestral. Et à noter aussi qu'en plus de ça, le pain tissé a de nombreuses valeurs ajoutées en tant que tissu. Donc déjà, ce sont toutes des pièces uniques à chaque fois. Et puis aussi, c'est un tissu qui va être sans cesse revisité. On en parlait un petit peu la semaine dernière avec notamment le style tradi moderne que beaucoup de designers utilisent aujourd'hui. Et puis c'est un tissu qui est réputé pour sa solidité. Donc en plus d'être évidemment d'avoir un impact social, économique, environnemental, c'est quelque chose de durable. C'est-à-dire que quand on va investir dedans, évidemment, ça va nous durer beaucoup plus longtemps que justement toutes les friperies parfois qu'on va récupérer qui ont déjà eu 2, 3 ou 4 vies. Parfois, il y a le coût aussi. Parfois, il y a le coût, évidemment. Et c'est vrai que justement, si ce coton-là pouvait aussi être encore plus justement produit au niveau local, évidemment que les coûts pourraient aussi redescendre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'était un peu la question qui se posait un petit peu au niveau des différentes rencontres. Diriez-vous, mais je pense que vous aviez déjà un peu répondu à la question, diriez-vous que la tendance s'inverse, diriez-vous? Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a quand même un retour, on est encore plus proche justement de ces tissus africains-là et on a tendance à vraiment les insérer un peu partout, comme je le disais, dans l'ameublement, dans le design, dans les accessoires, etc. Oui, c'est ça. Oui, le pain tissé, bien sûr, une valeur sûre en Afrique. On le retrouve un tout petit peu partout dans tous les pays. C'est clair. En Afrique de l'Ouest, tu as cité le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Togo, le Mali, et j'en passe. Et nos stylistes ont réussi justement à faire en sorte que l'on puisse porter ce pain tissé-là qui peut être lourd, parfois tous les jours au quotidien, un peu comme ce que tu portes là. C'est-à-dire qu'on le mélange avec d'autres tissus, c'est travaillé, c'est très bien fait, c'est des tenues tradies modernes, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Et quand on parle de pain tissé ici au Sénégal, on pense forcément à Colé Ardo, qui vraiment le travaille pour faire des robes, des pantalons, des tenues vraiment très belles et qu'on peut porter au quotidien. Maintenant, il faut réfléchir autour de l'industrialisation de tout ça. Et ça, c'est la grande question qui revient à chaque fois quand on parle de mode ici en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on commande 20 tenues comme ça, 40, 50, 60, est-ce qu'un seul artisan peut nous fournir ça? Et là, ça devient compliqué. Donc, l'industrialisation, c'est aussi plus d'emplois,
parce que ça permet de professionnaliser la filière. Donc tout ça, c'est des questions autour desquelles il faut réfléchir. Et c'est là où la volonté politique, elle est importante. C'est ça. Et qui va tenter de décortiquer la veste du docteur Diop elle-même. En tout cas, c'est très joli. Oui, merci. Le Made in Sénégal. Made in Sénégal, oui. C'est du style Ndiaras, hein? C'est du style Ndiaras, c'est fait par Lahat, si je peux me permettre, Algué, sénégalais, qui a été promotionnaire, et au début, on était à la faculté des sciences éco. Quand il s'était mis à la mode, je lui disais, Lahat, concentre-toi sur les études. Et là, je suis tellement... Et aujourd'hui, il s'est fait un nom. Oui, aujourd'hui, c'est un grand styliste très connu partout dans le monde et qui fait quand même notre fierté. Tout à fait, ça. Moi, les produits africains, que ce soit le pain tissé ou autre, c'est vraiment mon dada. Il faut demander à mon mari qui, dans une boutique de Chanel, me disait, prends ça. Je dis, non, je ne prends pas ce sac, je vais prendre 10 sacs de Némé. Quand même, hein? Pour dire que l'Afrique a ses avantages comparatifs réels en termes culturels. Il faudrait qu'on puisse investir sur ça. Absolument. Investir sur plus de formation sur ça, sur l'industrialisation et sur plus de visibilité. Ce salon africain, je pense que c'est important pour le pain tissé, mais aussi pour d'autres secteurs. Le pain tissé, c'est beau, c'est durable. Je dirais, c'est médical, parce qu'on connaît. Et c'est notre identité. C'est notre identité. Il ne faudrait pas qu'on perde certaines valeurs. Je pense que c'est important. C'est important de montrer à la face du monde que nous, Africains, on a nos valeurs, on a nos réalités et on peut faire du tradi moderne. Exactement, comme on dit. Si tu permets, Adama, elle a parlé, elle a évoqué tout à l'heure un aspect très important. C'est un pain qui nous accompagne toute notre vie. Hein. Oui, c'est culturel. Hein. Lors des baptêmes, le bébé, à la naissance, à la naissance, et même lors du mariage également, et les décès, et les décès aussi. Donc, très symbolique. Il y a toute une symbolique autour de ce pain tissé-là. Oui. Effectivement, et quand on s'y penche, on voit que d'un pays à l'autre, la technique va être plus ou moins la même, mais les imprimés qu'on va utiliser, par exemple, seront différents, auront certaines significations. Et quand on se penche un petit peu, effectivement, sur l'histoire aussi qu'il y a derrière, c'est encore plus passionnant et ça donne encore plus de valeur, finalement, à cette étoffe-là qu'on peut porter fièrement après au quotidien. Tout à fait. Exactement. Alors, on disait tout à l'heure, le tradi moderne, même les hommes ont fini par l'adopter. Je pense que les hommes aiment beaucoup plus même ce style que les femmes. Hein. Absolument, parce que ça nous va bien. Hein. Quand on les porte, les dames apprécient. En plus, avec beaucoup de modestie. Voilà. Donc, en tout cas, je félicite Laura pour ce reportage. C'est-à-dire que le pagne traditionnel, beaucoup pensent que c'est exclusivement réservé aux pays de la sous-région comme le Burkina, mais chez nous également, il y a des gens qui en fabriquent. Si on prend par exemple nos parents Manjac et l'ethnie à laquelle j'appartiens, le Serer, vous partez à Fadjout, il y a des gens qui sont spécialisés dans cela et ils font de très très beaux pagnes. Maintenant, pour moi, la révolution doit être de déconstruire ce discours qui voudrait que ces métiers-là soient réservés à une caste. Voilà, ça c'est hyper important. C'est un métier porteur qui crée de l'emploi, qui crée de la prévalue. Il faudra que des jeunes aient le courage de s'investir dans ces domaines-là et ne plus penser que c'est réservé uniquement aux Manjac ou aux Serer ou à une ethnie ou à une autre. Donc pour moi, vraiment, la véritable révolution viendrait de cela. Si les gens comprennent que c'est un métier comme tous les autres métiers, qui peut servir à un jeune de gagner dignement sa vie, je ne vois pas pourquoi les jeunes ne se lanceraient pas dans ce métier-là. Donc, de parlant d'identité, je pense que c'est hyper important, nous autres Africains, vraiment, ça je le dis souvent aux jeunes avec lesquels je travaille, je leur dis, il nous faudra revaloriser notre patrimoine culturel. Et pour cela, il faudra penser à inclure les œuvres de Cheikh Anta Diop dans nos manuels scolaires. Parce que Cheikh Anta a décomplexé l'homme noir. Il faudra que les jeunes apprennent à lire Cheikh Anta, à lire les grands panafricanistes qui ont fait de sorte que l'homme noir n'a plus rien à se reprocher. Ou bien, pas à se reprocher, peut-être à envier à qui que ce soit. Voilà. On est assez outillés, on a une civilisation exceptionnelle, on n'a plus rien à envier à personne. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est oser.
Voilà, oser et puis se lancer. Oui, absolument. Et parler des jeunes Laura, d'autant qu'il faut absolument sauver le métier de tisserand, tu l'as dit tout à l'heure. Il y en a de moins en moins quand même. Il y en a de moins en moins et c'est vraiment difficile en fait de les motiver. C'est un peu comme parfois le constat qu'on va faire par rapport à l'agriculture, à savoir que comme ça, ce sont des métiers qu'on va exercer en milieu rural, ça va être difficile d'aller motiver les jeunes qui viennent de la ville d'aller justement en milieu rural pour travailler. Et le métier de tisserand en fait connaît la même problématique. Et ce qui est malheureux, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'on pourrait perdre en fait ces savoir-faire-là qui sont là depuis des siècles. Donc ce serait vraiment malheureux et c'est pour ça que c'est vraiment un appel qui a été lancé au cours de ce salon. Et il y avait carrément un panel en fait qui était dédié à cela, à la fois pour la consommation en disant que ne croyez pas que c'est réservé à certains types de personnes de porter du pain tissé, même dans des habits du quotidien ou dans la décoration de votre intérieur. Mais aussi, n'oubliez pas que ce sont des métiers qui sont porteurs et qui quand on s'y intéresse finalement, peuvent vous permettre, comme le disait le docteur, de gagner votre vie dignement et d'avoir en fait un avenir ici au Sénégal. Et c'est aussi ça le message, c'est de se dire que c'est tout un tas de métiers qu'on peut exercer ici au Sénégal et on n'a pas besoin de sortir du Sénégal pour aller trouver son avenir finalement. Bon, Laura avait évoqué un aspect important également, c'est les industries textiles aujourd'hui en Afrique. Ça aussi, il faut véritablement qu'on puisse poser le débat et réfléchir. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que ça agit sur le coût final. C'est ça, effectivement. Donc si on dit que le pain tissé est cher, c'est parce que quelque part, tout ce qu'il y a comme intrant pour pouvoir le faire nous vient de l'extérieur. Exactement. On a du coton. Pourtant, on a tout le coton. Qu'il faut ici. C'est ça qui est incroyable de se dire donc les matières premières sont là, et là je reviens encore à l'industrialisation. Les matières premières sont là, il faut les transformer sur place. Et ça vraiment c'est des opportunités d'emploi pour beaucoup de jeunes. Les politiques sont encore une fois interpellés sur ces questions-là parce que ça va créer de l'emploi et ça va permettre à nos jeunes de rester ici. Ils ne cherchent que ça. Oui, d'autant qu'on cherche à lutter lutter contre l'immigration clandestine. On passe maintenant à l'agenda culturel. Oui, alors cette semaine, on a un certain nombre de dates. On va faire un peu le tour. Alors déjà, dans le cadre de la rétrospective de Semben, dont on parlait un peu la semaine dernière, qui dure tout le mois, alors cette semaine au cinéma, on aura Le Mandat qui sera diffusé ce soir à 19h25 au cinéma du Sea Plaza, je crois, et Fat Kiné qui sera diffusé demain. Donc on suit un petit peu le programme semaine après semaine. D'ailleurs, on interpelle aussi les autres cinémas qui ont indiqué s'être inscrits aussi dans cette rétrospective parce qu'actuellement, il n'y a qu'au cinéma du Sea Plaza qu'on trouve les programmes, mais dans les autres, on n'a pas de communication qui est faite, donc on ne sait pas. Et c'est malheureux, comme on le disait la semaine dernière, c'est dommage de voir que l'héritage de Semben puisse être négligé de la sorte. Donc on espère que les autres cinémas aussi vont prendre le pas. On a aussi Le Mouton de Sada, donc c'est une production qui est sénégalaise qui va être projetée en avant-première jeudi et à partir de vendredi on va le voir aussi dans les cinémas, donc il ne faut pas hésiter à y aller parce que c'est programmé pour une dizaine de jours. Mais s'il y a une certaine fréquentation aussi, il pourra y avoir une prolongation. Donc c'est un produit d'ailleurs de l'école Ciné-Banlieue et c'est intéressant de pouvoir aussi aller soutenir ces films-là pour qu'ils puissent finalement être diffusés largement. Ensuite, un très beau film, juste préciser qu'on recevra le réalisateur vendredi sur ce plateau. Ah ben voilà, c'est parfait. C'est le jour où ça commence, effectivement. Les projections publiques, il ne faudra pas hésiter. On a demain le lancement du livre Conversation féminine que j'ai ici, qui est par la productrice du podcast Zobida Fall. Donc ce sont 18 portraits de femmes qui sont passées en fait à son micro et qui ont été retranscrits en prolongement du podcast du même nom. Ce sera demain, jeudi 30 novembre à 17h30 au Musée de la Femme Henriette Bathily. Donc ce livre qui est fraîchement paru et qui est aux éditions Saraba et qui est aussi magnifiquement illustré. Donc ce sera l'occasion un petit peu de discuter avec elle aussi des femmes qu'elle a décidé de choisir pour les 18 portraits. Et puis voilà, de voir comment on peut passer notamment du podcast au livre. Ça va être des discussions qui, je pense, vont être très intéressantes. On a aussi la 3e édition du Festival des Cultures Diola. Donc là, on va faire le cap sur la Casamance. Donc ce sera du 1er au 3 décembre à Oussouye. Donc là, on a un riche programme sur le thème de la protection et de la promotion des expressions culturelles Diola. Et donc ce sera, comme je le disais, à Oussouye du 1er au 3 décembre, donc tout ce week-end. Et en parallèle, ici à Dakar, on a aussi, plus précisément d'ailleurs au centre Blaise Senghor, on a la première édition du festival Casamance en fête. Donc cette fois-ci, finalement conjointement, parce que ce sera samedi 2 décembre. Alors ce sera une journée d'activité qui sera ponctuée de théâtre, de prestations de danse, notamment celle de l'incontournable compagnie Bakalama. Et ce sera donc ce samedi 2 décembre de 9h à 23h au centre culturel Blaise Senghor.
Et enfin, on va clôturer cet agenda à Médina Gounass avec la 2e édition du festival Gounass en couleurs, au programme des conférences, des ateliers d'écriture, de formation aussi en beatmaking et des concerts, sans oublier la conférence principale qui se tiendra sur le thème des cultures urbaines, facteurs de paix et de développement. C'est ça. Merci beaucoup Laura. Merci à vous. Pour toutes ces actualités. Et je reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission et donc à 8h. Éducation, formation et insertion professionnelle. On va tout de suite en parler avec notre invité. Il s'agit de Théodore Adrian-Ndiaye. Sans transition, hein, ou bien la régie, c'est quand vous voulez. Ou on peut enchaîner, Sarah, avec notre premier invité qui est le directeur justement des activités socio-éducatives au ministère de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Tout à fait. Et ce matin, il vient nous parler d'un programme qui va intéresser forcément nos téléspectateurs parce que ce sont des formations diplômantes qui vont être lancées pour les jeunes avec à la clé une possibilité d'être insérés tout de suite dans les institutions en préscolaire. On parle de crèche également. La petite enfance, on sait à quel point c'est important et c'est délicat aussi. Donc, il faut des éducateurs spécialisés. Alors, merci Théodore Adrian-Ndiaye, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé un accord cadre avec l'Institut académique des bébés, c'est bien cela. Revenez avec nous sur le contexte de la signature de cette convention. Merci beaucoup, Sarah. Permettez-moi de saluer l'ensemble des jeunes qui nous suivent actuellement. Parce qu'hier, mon téléphone a failli exploser. J'ai reçu tellement de messages me disant « Demain, directeur, nous serons au rendez-vous pour vous suivre. » Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un programme énorme vraiment que nous comptons dérouler avec l'Institut académique des bébés. Donc pour le prétexte, parce que nous, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous gérons ce que nous appelons les collectivités éducatives. Et dans ces collectivités éducatives, nous avons un personnel qu'on appelle les moniteurs de collectivités éducatives. Depuis des années, nous en formons. Nous avons formé énormément de moniteurs de collectivités éducatives. Mais là où le bas blesse, c'est le problème d'insertion qui se pose. Souvent, ces moniteurs de collectivités éducatives ne trouvent du boulot que pendant les 3 mois de vacances où ils vont dans les colonies, les centres aérés, voilà quoi. Nous pensons que c'est vraiment très réducteur comme activité pour des gens qui ont été formés à la bonne école, qui ont été formés dans toutes les sciences de l'éducation et qui peuvent dignement gagner leur vie. Alors, quand l'occasion s'est présentée avec l'Institut académique des bébés, nous avons sauté sur le coup pour lui dire vraiment, nous sommes intéressés et nous voulons vraiment faire cette formation-là sur la petite enfance. Je dis que ce sera un plus pour nos animateurs et nos moniteurs de collectivités éducatives, au-delà de la formation qu'ils ont reçue sur toutes les sciences de l'éducation, mais ils recevront une autre formation sur la petite enfance. Parce que nous, notre cible, dans les collectivités éducatives, c'est entre 5 ans et 15 ans. Mais là, ce sera la petite enfance de 0 à 5 ans. Donc ça fera une formation de plus. Et je pense que la petite enfance nécessite quand même un encadrement de qualité, mais également un personnel de qualité. Nous avons beaucoup de crèches à Dakar et un peu dans les régions. Tout à fait. Et je pense que c'est un créneau qui est là, qui doit être saisi par les jeunes. Et nous appelons vraiment les jeunes à se faire enrôler pour faire cette formation-là, afin qu'ils puissent s'insérer dans le tissu économique. Donc c'est l'occasion également de saluer notre partenaire IAB, qui n'a pas également hésité à nous proposer cette offre-là, qui fera que beaucoup de nos jeunes vraiment se sentiront concernés par ce projet-là. Peut-être préciser que ce n'est pas uniquement ou exclusivement réservé aux moniteurs de collectivités éducatives. C'est ça, c'était ma prochaine question. Voilà, à qui est destinée cette jeune formation vraiment qui répond aux critères, peut-être que nous y reviendrons peut-être avant de terminer. Tout jeune Sénégalais peut vraiment postuler s'il répond aux critères qui sont déjà définis. Oui, il faut dire que la demande est là. Vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de crèches et dans ces crèches-là, on dénonce parfois le fait que le personnel ne soit pas bien formé. Là, c'est une belle occasion justement pour les former et permettre justement à ces institutions préscolaires d'embaucher des vrais professionnels pour prendre soin de nos enfants et de nos bébés notamment. Alors, on va revenir justement sur ces critères-là. Qui peut prétendre à cette formation? Absolument. Alors, le premier critère, c'est vraiment être de la tranche d'âge des 18-40 ans. Donc, tout jeune Sénégalais qui est dans cette tranche d'âge-là peut postuler. L'autre critère, c'est vraiment avoir le BFM. C'est vraiment le minimum, quoi. On s'est dit peut-être que
Si on se dit le BFM, peut-être ça va permettre à beaucoup de gens de postuler. Si on disait le bac, peut-être que ce ne serait pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui n'ont pas le bac. L'autre critère peut-être qui n'est pas mesurable, c'est vraiment la passion que les gens ont pour la petite enfance. Parce que nous, au niveau des collectivités éducatives, on insiste beaucoup sur cette passion que les jeunes qui prétendent être moniteurs ou monitrices doivent avoir pour les enfants. Il y aura donc des entretiens? Oui, il y aura des entretiens. D'accord. L'autre critère, c'est peut-être accepter de s'acquitter de la somme qui est demandée pour vraiment faire cette formation et aboutir à avoir son certificat qui est délivré par le ministère de la formation professionnelle, par la direction des examens et au concours professionnel. Donc voilà les critères qui sont définis. Ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment pour donner la chance à un large public jeune de pouvoir faire cette formation-là, dont les opportunités ne sont plus à douter. Mais le coût de la formation est supporté en partie par le ministère ou pas? Par le ministère de la Jeunesse. Parce que c'est le ministère qui prend ça à travers la direction que je dirige, qui prend une partie de la somme qui est demandée aux jeunes. Le coût total, c'est 420 000, ainsi réparti 50 000 francs à l'inscription, 30 000 francs pour la mensualité, parce que la formation dure 6 mois. Ensuite, pour avoir la certification, on demande aux jeunes 70 000 francs. Voilà. Mais il y a une partie de cette somme qui est prise en charge par le ministère de la Jeunesse. C'est l'occasion également de dire que nous avons des partenaires. Nous avons fait beaucoup de courriers pour faire des partenariats avec des structures, et puis beaucoup de structures des systèmes des Nations Unies, mais également au niveau de la formation professionnelle, le 3FPT, parce que nous voulons vraiment que cette formation-là soit beaucoup plus accessible aux jeunes. Si on arrive à avoir le 3FPT, par exemple, avec tout ce qu'il a comme potentiel dans le domaine de la formation, comme budget, ainsi de suite, on pourra certainement réduire ce montant-là et permettre, encore plus, pour permettre à plus de jeunes de faire la formation. C'est pour dire que le montant initial n'est pas statique, il est dynamique. Si on arrive à avoir tous ces partenaires-là qui soutiendraient notre programme, ça pourrait peut-être amoindrir le coût et permettre à plusieurs jeunes de faire la formation. Oui, j'allais parler non seulement du 3FPT, mais aussi de la case des tout-petits, qui pourrait, parce que là aussi la demande est là, et on sait que véritablement les cases des tout-petits, c'est un tout petit peu partout au Sénégal, donc forcément à ce niveau-là aussi, au niveau de l'encadrement, il y a une demande qui est là, et ces formations pourraient leur permettre justement de compléter ou de combler cela. Absolument. Au-delà des cases des tout-petits, nous comptons dans un programme initié par M. Pape Malik Ndour, ministre de la Jeunesse, construire dans les 46 départements des crèches. Donc 46 crèches dans le Sénégal. Je pense que ce sera une aubaine pour nos animateurs socio-éducatifs, pour nos moniteurs de collectivités éducatives qui pourraient être insérés dans ces crèches au niveau des départements. Mais construire des crèches, est-ce que c'est dans les missions du ministère de l'Emploi? Vous ne marchez pas sur... Actuellement, on se dit qu'il n'y a plus de barrières, parce que la petite enfance concerne vraiment tous les secteurs. Nous en faisons actuellement au niveau de nos colonies. Il y a ce qu'on appelle les colonies maternelles. Il y a certains directeurs qui se sont lancés dans ce domaine-là et qui font des choses extrêmement importantes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce sera une formation de plus pour vraiment capaciter nos moniteurs de collectivités éducatives à s'améliorer davantage dans ce domaine-là. Mais nous avons ce projet-là et nous pensons que ce sera une occasion pour nos moniteurs, pour nos animateurs que nous avons formés de pouvoir s'insérer. Et nous avons de l'espace parce que comme certainement, peut-être que l'information n'est pas bien passée, mais nous avons ce qu'on appelle les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté qui vont abriter maintenant les CEDEPS. Donc nous avons de l'espace vide actuellement dans les CEDEPS. Et dans les CEDEPS, comme nous avons beaucoup d'espace, ce sera l'occasion d'installer ces crèches-là dans ces CEDEPS-là et permettre à nos milliers de jeunes que nous avons formés, et hélas que nous n'avons pas pu insérer, vraiment de pouvoir avoir cette aubaine-là de s'insérer dans ce tissu-là. Absolument. Est-ce que vous avez déjà des partenariats avec des institutions préscolaires déjà pour ces jeunes, en tout cas la première cohorte qui va être formée par l'Institut académique des bébés? Pour l'instant, nous en sommes au point des négociations, si je peux m'exprimer ainsi, parce que nous avons fait beaucoup de correspondances. On a envoyé des correspondances à beaucoup d'institutions. Et nous espérons vraiment, parce que les retours sont bons, nous avons bon espoir que vraiment ces collaborations vont aboutir. Et je puis dire que si tout cela aboutit, vraiment ce sera juste pour le grand bonheur de nos jeunes que nous avons formés. Parce que c'est...
Personnellement, c'est vraiment un problème pour moi. Former des jeunes comme ça pendant des années et des années et vraiment ne pas pouvoir les insérer, moi, ça me cause un problème. Et je pense que tous les acteurs des collectivités éducatives sont dans cette dynamique-là. Si nous unissons nos forces, si les partenaires s'y mettent, vraiment, nous pensons que nous allons régler un gros problème voilà, qui nous pèse vraiment d'une manière psychologique, personnellement. Et je pense que les partenaires n'hésiteront pas à nous accompagner dans ce programme-là. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que la demande est là dans tous les cas, n'est-ce pas, docteur Thiam? C'est-à-dire, même pendant les vacances, on se demande, pour ceux qui ont au-delà de 5, 6, 7, 10 ans, bon, les colonies de vacances sont là, mais pour les plus petits, pour les bébés, qu'est-ce qu'il faut en faire au cours de l'année? C'est la crèche. Pendant les vacances, les crèches et les écoles sont fermées, donc la demande, elle est là. Former ces jeunes, c'est une aubaine. Oui, c'est une aubaine. La demande, elle est là, elle est constante et continue. Parce que même au-delà des crèches, il y a des parents qui ne sont pas très d'accord pour amener leurs enfants à la crèche. Si on avait des jeunes formés, on pourrait payer une différence versus un nounou. On prend une personne expérimentée pour la maison et tout. Je pense que c'est... Le problème de l'insertion, de la formation et de l'insertion, c'est un problème qui est là. C'est vrai que l'État sénégalais a beaucoup fait sur tout ce qui est formation et insertion, mais reste aussi. Il y a le problématique demeure et il faudrait qu'on soit conscient de cela et qu'on fasse des actions pour y remédier. Vous avez parfaitement raison. Je n'avais pas vu le problème dans ce sens-là. C'est vrai que dans nos maisons aussi, on a souvent besoin de personnel qualifié pour prendre soin des enfants. Et parfois, on a du mal. Donc, si on a des jeunes qui sont formés, bien formés, avec un diplôme certifié, ça peut permettre évidemment de les employer, de les recruter dans de meilleures conditions, dans nos maisons aussi, et de mettre nos enfants en sécurité aussi. C'est ça. Absolument. Ça me permet peut-être de parler des opportunités, parce qu'il y a énormément d'opportunités qui s'offrent aux jeunes qui obtiendront ce certificat, parce qu'il y a la possibilité de faire une licence au niveau de l'UGB. Il y a à l'université Gaston Berger, il peut faire une licence sur la petite enfance, parce que ça existe là-bas. Il y a également beaucoup d'ONG qui cherchent ce personnel qualifié là. Et là, nous sommes également, comme je l'ai dit tantôt, en collaboration avec des structures qui sont là, qui, peut-être le moment venu, feront appel à nous pour leur fournir un personnel qualifié dans ces domaines-là. Il y a énormément également de maternelles qui sont construites dans les hôpitaux, dans les mairies également construisent maintenant des crèches et des écoles maternelles dans leur commune. Donc tout cela vraiment permettra aux jeunes qui le veulent vraiment de pouvoir s'insérer. IAB également, en partenariat, parce que IAB également a ses propres partenaires qui sont différents des partenaires du ministère de la Jeunesse. Mais comme c'est une convention, on va bénéficier de ces partenariats-là. IAB amène ses alumni à faire des voyages d'études, soit au Canada, soit en France ou dans les pays où vraiment la petite enfance est une question cruciale. Et ça permet à ces jeunes-là de s'imprégner du vécu qu'il y a dans ces pays-là, peut-être de venir les dupliquer dans notre pays. Donc voilà, en quelque sorte, les opportunités qui s'offrent à ces jeunes-là. Et je profite vraiment de l'occasion pour demander aux jeunes vraiment de venir massivement faire l'enrôlement, parce que je sais qu'il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à eux. C'est ça. Et s'il y a plus d'opportunités justement dans la petite enfance, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, est-ce que vous avez pensé peut-être à étendre votre champ d'action à l'intérieur du pays pour permettre justement à ces jeunes d'avoir accès à plus d'opportunités et pour que tout ne se limite pas tout simplement à Dakar? Exactement, parce que nous allons commencer par cette région. La première cohorte, ce sera pour cette région, par cet département, on procède par département. Okay. Ce sera d'abord Podor, Dakar d'abord. On commence à Dakar le 30, parce que le lancement de ce programme-là, qui sera présidé par le ministre de la Jeunesse, est prévu le 30 au CEDEPS de Kermassar. Donc dès qu'on finit la cérémonie officielle, on commence les enrôlements pour Dakar, pour le département de Dakar. Ensuite, ce sera sur Podor, ensuite sur Thiès, Kaolack, et la région sud, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.
Voilà, pour la première compte, ce seront cette région-là. Ensuite, à la fin, on va continuer parce que le programme, c'est pour 3 ans. Donc, pour les 6 premiers mois, ce sera cette région-là. Ensuite, on va continuer le programme. Mais c'est vraiment... On fera un maillage territorial. Nous allons visiter tous les 46 départements du Sénégal. Et les formations se feront dans les CEDEPS des 46 départements. Exactement. Donc, ça ne veut pas dire... Bon, ça veut dire que ce n'est pas exclusivement réservé aux jeunes de Dakar, mais aux jeunes de tout le Sénégal, à travers les départements. Et quand on dit jeunes, ce n'est pas que les jeunes dames, c'est les jeunes garçons, les hommes aussi, bien évidemment. Parce que quand on parle de crèche, les gens ont l'impression que c'est forcément les jeunes filles qui doivent faire cette formation. Oui, il y a c'est des pas le hommes cas. aussi, oui. Les éducateurs, les encadreurs, ça peut être également de jeunes garçons. Et on en a besoin d'ailleurs. La tendance dans les entreprises maintenant, c'est de plus en plus de mettre en place des crèches. Et donc là aussi, il y a une demande qui se crée, donc des opportunités d'insertion. Comment postuler finalement? Où est-ce qu'on doit déposer les demandes? Alors, si le jeune remplit tous ces critères, il se rend au niveau des CEDEPS, du CEDEPS de son département, et il fait le dépôt auprès du directeur du CEDEPS. Voilà, le directeur. Déjà, on a déjà le répertoire de tous ceux qui sont déjà inscrits. Donc, mais ce n'est pas encore fermé. On laisse la chance aux jeunes qui le désirent de continuer à s'inscrire auprès des directeurs de CEDEPS. Et peut-être d'ici quelques temps, on va clôturer la liste de la première cohorte et les autres attendront peut-être en début 2024 pour la deuxième cohorte. Il y a un engouement? Absolument. Pour l'instant, nous avons... bon, je ne peux pas dire le chiffre exact, mais nous sentons quand même que les jeunes sont intéressés. Bon, il y a un certain nombre peut-être de jeunes qui sont un peu... disons, découragés par le montant parce qu'ils disent que c'est élevé. Mais je leur dis, n'hésitez pas à aller vous enrôler parce que nous attendons de nos partenaires vraiment un soutien conséquent pour que cette formation-là, le coût puisse être allégé et que ça soit vraiment accessible aux jeunes. Voilà, les moins nantis pour faire cette formation-là, quoi. C'est vrai que l'engouement, c'est important. Mais à côté aussi, j'imagine que vous mettez beaucoup l'accent aussi sur plusieurs aspects, surtout, c'est pas donné à n'importe qui de s'occuper d'enfants. Sur l'aspect patient, surtout développer cette fibre et cette sensibilité envers ses enfants. On ne postule pas pour postuler, pour être casé tout simplement, mais il faut être peut-être guidé par cette passion et une certaine sensibilité pour pouvoir effectuer ce travail. C'est ce que je disais toujours. Nous, dans le domaine des collectivités éducatives, quand nous faisons l'entretien avec les potentiels candidats, nous mettons toujours l'accent sur cette passion qu'ils doivent avoir pour l'enfant. C'est des questions pièges. On vient, on vous dit, donnez-nous les raisons qui font que vous voulez être moniteur de collectivité éducative. Si vous mettez en avant le côté pécunier, mais là, moi, personnellement, en tant qu'inspecteur, vous avez des points de moins. C'est ça. Et ça, bon, voilà, c'est difficile de le dire, mais si c'est avec moi, vous ne passez pas. Oui. Mais vous leur avez déjà donné le secret. Et la prochaine fois, ils seront quoi répondre. Il a donné le secret, il a livré le... J'ai livré le secret. Donc, mais je pense qu'ils seront assez honnêtes. Voilà. Que les gens viennent vraiment parce que... Mais après, bon, je pense que vous vous en rendrez vite compte, hein, si une personne n'est pas guidée par la passion. Quelques mois d'exercice, si le candidat montre des signes qui sont en déphasage avec ce que nous attendons de lui, là, très rapidement, on le met à côté. Mais en tout cas, sachez que c'est cela qui doit motiver d'abord les jeunes, avant toute autre chose, quoi. Et je pense que les jeunes l'ont compris, parce que les moniteurs, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'avez pas cette passion pour les enfants, vous ne pouvez pas être moniteur de collectivité éducative. Et ça, moi, j'ai vécu beaucoup d'expérience sur ça. Il y a des gens au cours même de la formation qui abandonnent. Parce qu'ils savent que ça, c'est pas... Avant même que ça ne finisse, ils abandonnent. Donc c'est pour vous dire que s'il n'y a pas cette motivation-là intérieure, vous ne passez pas. C'est ça. Merci beaucoup. C'est moi. Oui, c'était très intéressant. À cette heure passée de 31 minutes, nous allons suivre le clip du jour. Mesdames, merci beaucoup, Mor, pour ce clip du jour qu'il a choisi pour nous. Grand corps malade, Mesdames, ça s'intitule comme ça, le clip que nous allons tout de suite retrouver. Même si les chiffres prouvent le contraire. Les dernières statistiques de la NSD. Il y aurait plus d'hommes que de femmes, oui, finalement. Mais aujourd'hui, là, c'est le contraire. C'est le contraire. Exactement. Nous le concède. Et on poursuit avec les infos. C'est l'heure du bulletin et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de votre matinale Kenkeliba.
Pour cette première biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique, l'objectif est de maintenir le positionnement historique du Sénégal sur le plan scientifique. Une tribune d'échange entre la jeunesse entreprenante, les chercheurs, universitaires, entrepreneurs, décideurs, industriels et autres ONG et acteurs communautaires pour une recherche plus innovante et plus compétitive. Au menu des expositions, les différents progrès pour la mise en œuvre des ODD, notamment dans le domaine de la santé. Pour éliminer le palud au Sénégal, il faut impérativement des recherches dans le domaine médical. Parce qu'il a été découvert qu'il y a des médicaments traditionnels efficaces dans le domaine de pharmacognosie, j'en ai parlé au professeur. Si l'Afrique veut éliminer le palud, il faut impérativement avoir cette autonomie dans le domaine pharmaceutique en produisant nous-mêmes nos médicaments. On a investi pour avoir aujourd'hui cette industrie, avec au moins, dans un premier temps, 4 éléments, c'est-à-dire les concentrés de dialyse. Donc certainement avec ça, on pourra avoir une réduction considérable et la dialyse sera beaucoup plus accessible à nos populations. Voilà, on a entendu votre message et nous on a voulu mettre en exergue votre vision. On a développé un système qui permet la livraison des médicaments, des spécimens biologiques avec des drones. Donc on fait la programmation. Bientôt on va faire un laboratoire. Et le système qu'on a pas, que vous ne voyez pas ici, dedans il y a un système de refroidissement. Donc si vous envoyez du sang ou bien des choses, il faut qu'il soit refroidi. Donc là, ça a pu aller de 125 km pour le moment. Il est déjà fonctionnel. C'est bon, déjà fonctionnel. L'agriculture, autre pilier fondamental du développement, n'est pas en reste, avec des stands qui font la promotion de meilleures pratiques agroalimentaires. Nous avons ici la chaîne de valeur agroalimentaire avec une énergie durable, énergie solaire, et nous avons la chaîne de valeur pour les 27 métiers de l'ISEP de Thiès, de la fourche à la fourchette. Et la fourchette se trouve de ce côté-là avec tout le dispositif des métiers de l'alimentation, avec des produits locaux. On a notre forge académique qui va aider en fait les étudiants à mettre leurs idées de projet sous format start-up, à les tester et avoir un prototype pour aller vers une entreprise. J'ai ma propre entreprise qui est Thyssen, qui fait du fromage à base de lait de vache et de lait de chèvre ici au Sénégal. Nous formons les femmes fermières à vraiment mieux conserver le lait et à le mieux traiter pour nous le fournir afin que nous en faisions des fromages très savoureux. Un catalyseur qui va encourager l'innovation dans la sous-région au regard des nombreux défis sanitaires et alimentaires en Afrique. Un cadre idéal pour promouvoir la médecine nucléaire et la digitalisation des systèmes de santé. La médecine nucléaire utilise donc tout ce qui est oui, en fait, tout ce qui est radioactivité pour faire des images, pour traiter par exemple les cancers. Donc, et là, on utilise des SPECT-CT, c'est des scanners combinés à d'autres dispositifs pour nous permettre de réaliser des images. Et donc, la radiothérapie, nous faisons de la radiothérapie, mais de la radiothérapie dite métabolique. C'est-à-dire que nous administrons directement les substances radioactives à l'intérieur de l'organisme au lieu que la source de rayonnement soit à l'extérieur. Nous avons commencé les activités en scintigraphie, en thérapeutique. Voilà, nous avons une grande vision qu'on appelle énergie, avec l'engagement pour l'excellence, le noyau de la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Alors ici, ce n'est pas exactement la radiothérapie, mais on appelle ça de l'irathérapie. C'est du traitement avec l'iode radioactif, l'iode 138. Il s'agit à travers les expositions et panels de mettre en exergue les nouvelles technologies, l'innovation et l'industrialisation. Occasion également d'identifier les potentielles sources de financement des projets et programmes qui mettent le continent à la pointe de l'innovation dans un futur proche. Nous menons des programmes de développement de la capacité en tant que fondation turque de la greffe d'organes au sein du réseau international de la transplantation. Nous menons ces programmes avec des universités éminentes de Turquie ainsi que des ONG qui sont des meilleurs dans leur domaine. Nous avons fait la connaissance de monsieur le professeur Farika et de son équipe en 2015 et jusqu'à 2017, nous avons mené différentes activités de formation et plusieurs collaborations. En 2017, nous sommes arrivés à Dakar à l'invitation du ministère de la Santé du Sénégal
Et lors de cette visite, nous avons signé un mémorandum de consensus avec Madame le ministre de la Santé, entre le ministère de la Santé du Sénégal et la Fondation turque de la greffe d'organes. Et ce mémorandum prévoyait une coopération entre le Sénégal et la Turquie pour le développement et le démarrage de programmes de transplantation. Depuis 2017, nos confrères sénégalais ont participé à plusieurs activités de formation organisées en Turquie. Les médecins, chirurgiens et infirmiers ont eu l'occasion de participer à ces formations. Et les préparatifs étant terminés en très grande partie, nous avons décidé de démarrer les transplantations d'organes en coopération avec le ministère de la Santé du Sénégal. Et nous sommes venus ici pour réaliser les 3 premières transplantations rénales au Sénégal et soutenir nos confrères sénégalais avec une équipe constituée d'experts, de médecins et de scientifiques des plus expérimentés de Turquie. Nous réitérons nos remerciements au chef de l'État d'avoir bien voulu nous recevoir pour faire le point pour cette activité. Je pense que les premières transplantations, nous les avons reçues avec beaucoup de satisfaction et également beaucoup d'émotion parce que nous avons toujours le regard de ces patients qui ont retrouvé l'espoir parce qu'ils ont reçu un rein. Et également beaucoup d'émotion parce que ça nous a montré que l'humanité existe encore. Parce qu'aller donner un organe, ce n'est pas facile. Et nous avons vécu ça, les relations intrafamiliales. Donc c'est très émouvant. Et je pense que le Sénégal vient de compléter l'offre de soins en matière de prise en charge de la maladie rénale chronique. Parce qu'on avait la dialyse qui est complètement prise en charge. Et il nous restait la transplantation pour redonner espoir à nos jeunes patients qui n'avaient un autre choix que de rester en dialyse éternellement. Maintenant, nous avons la transplantation rénale. Je pense que cette activité va continuer, elle doit continuer, et je suis sûr qu'elle va continuer parce qu'il y a l'engagement de toutes les autorités, du chef de l'État, du ministère de la Santé, pour rendre pérenne cette activité. Donc il faudra pour cela, par contre, relever le défi du financement, une fois que le défi de l'organisation a été fait. Les Maliens sont en pleurs, ils sont tristes d'avoir perdu cette demi-finale. La déception des jeunes Maliens après cette victoire de la France. Les Bleuets s'imposent 2-1 face aux Aiglonnais. Un match que les Maliens ont bien démarré et il a fallu un Paul Arnier alerte pour sauver ses cages. Les coéquipiers d'Ibrahim Diarra continuent leurs actions offensives et finissent par avoir gain de cause avant la fin de la première mi-temps. Une défense française maladroite permet au capitaine malien d'ouvrir le score. De cette première période, la joie du public de Surakarta. De retour des vestiaires, les Maliens voient rouge avec l'expulsion de Sanogo à la 55e minute. Pour Souleymane Sanogo. Un coup dur pour le Mali à la 55e minute. Un fait de match qui profite aux Bleuets. Ils égalisent sur l'action qui suit avec ce coup de tête d'Ivan Titi. Inscrit par Ivan Titi, double peine pour l'équipe malienne. 13 minutes plus tard, les Français, avec la supériorité numérique sur le terrain, marquent le deuxième but sur coup franc direct d'Ismaël Bouneb. Nous sommes à la 68e minute. Qui donne l'avantage aux Français. Ismaël Bouneb, passeur décisif. Ismaël Bouneb, buteur. Les Maliens vont tenter de revenir au score, mais en vain. Les 13 minutes de temps additionnel n'y changeront rien. Les Bleuets, tout comme leur aîné, accèdent à une finale de cette catégorie pour la 2e fois, après 2000 ans. Et se hisse en finale. Allemagne qui passe grâce à Paris Bremer. Il avait permis à cette équipe de... Dans l'autre demi-finale, c'est au bout d'un match à suspense, riche de 6 buts marqués, que l'Allemagne remporte à la séance de tir au but. La Mannschaft a démarré fort dès la 8e minute avec ce but de Paris Brenner. Il va passer, il va frapper ses buts. Ouverture du score, l'efficacité de cet attaquant. L'Albi Céleste réagira avec l'inévitable Augustin Roberto qui égalise à la 35e. Les jeunes Argentins vont doubler la mise. Valentin Acuna pour Roberto qui croise parfaitement ce ballon.
Ça fait 2-1 pour l'Argentine qui passe devant. Les Allemands, de par leur sang-froid, reviennent dans le match avec ce deuxième but de Brunner qui signe un doublé. Max Morset enfonce le clou à la 69e minute, mais c'était sans compter sur cette grinta des Argentins. À 1 minute de la fin du temps additionnel, Roberto, meilleur buteur de la compétition, inscrit son 7e but. 3 buts partout. Mais l'Allemagne prendra le dessus dans la séance fatidique des tirs au but, 4-2, et retrouvera la France pour la finale de ce mondial le 2 décembre à 12h. Merci beaucoup à la régie pour ce bulletin d'information dans votre matinale King Kédiba de ce mercredi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aussi à ceux qui ont réagi, notamment sur le travail et la mission de notre invité Théodore Adrien Ndiaye. On a un commentaire justement de Yatou Alissène qui dit « Enfin, un moniteur de collectivité éducative avec un diplôme d'État doit pas seulement être fonctionnel pour des camps de vacances. L'enfance est un transversal. » Vous êtes d'accord? La formation continue. Il est temps de se spécialiser pour des compétences spécifiques et faciliter comme ça l'insertion. Aucun moniteur ne doit chômer. Je pense que c'est l'un de vos combats, sinon le principal. Et on a aussi d'autres réactions, notamment sur le sujet de l'oral au consommé local. On l'a dit, hein, ça interpelle tout le monde. Absolument. Oui. Tout à fait. Exactement. Bijou Ndiaye qui félicite nos artisans qui ont exposé lors de ce salon et constate de plus en plus une qualité de finition et surtout de créativité. On ne cessera jamais de le dire, il suffit juste de les encourager et de les accompagner. Merci également à ces autres personnes qui nous suivent ici ou ailleurs. King Kédiba, nous sommes ensemble jusqu'à 8h et justement la seconde partie de cette matinale est consacrée à notre deuxième invité. Il s'agit du docteur Noumbe Diop Thiam, docteur en économie et coordonnatrice du projet 1000 femmes financé par Affaires mondiales Canada pour le Sénégal. Et on va justement commencer avec la présentation de ce programme. Une brève présentation. Docteur, dans quel cadre est-ce que ce projet s'inscrit? Oui, le projet 1000 femmes comme son nom l'indique, c'est le résultat extra. C'est un projet, comme vous venez de dire, financé par Affaires mondiales Canada à hauteur de 18 millions de dollars canadiens pour l'État sénégalais et qui œuvre dans l'autonomisation des femmes, l'autonomisation que ce soit politique, économique ou sociale. Intervient dans cette région au niveau de Dakar, Thiès, Diourbel, Kédougou, Ziguinchor, Kaolack. Et c'est des formations qu'on donne à la femme. C'est après, avec l'approche AMI, comme accès à la formation. On aide la femme à accéder à la formation, mais à la formation porteur en rapport avec son milieu d'évolution. Oui. On met tout ce qui est mesures d'allègement pour la femme, pour la maintenir dans la formation jusqu'à la certification. Après la certification, on l'aide à s'insérer. Soit c'est à travers un travail décent ou bien avec l'entrepreneuriat. La méthodologie de certification et la valorisation des acquis de l'expérience. C'est une méthodologie qui n'est pas très bien connue au Sénégal, plus connue au Canada. On l'appelle la RAC, la reconnaissance des acquis de l'expérience, qui dit que toute femme, je prends l'exemple d'une femme qui a appris dans le tas le métier de caméraman. Oui. Elle connaît tout sur le métier, mais n'a pas de diplôme. Avec la valorisation de l'acquis de l'expérience, au lieu de faire toute la formation, elle se présente au niveau de la DECPC, qui est en charge de la certification, fait l'examen et a son diplôme. Elle peut avoir son CEPS, CAP, BT, BTS, et voilà, ainsi de suite. Donc c'est la valorisation des compétences tout simplement. On n'est pas obligé de refaire tout le processus. Ça permet d'offrir des diplômes et de leur permettre de s'insérer beaucoup plus facilement finalement. Vous avez cité 7 régions qui sont concernées par ce projet. Pourquoi c'est cette région-là particulièrement? Est-ce qu'il y a une raison derrière ce choix? Oui, parce que le projet 1000 femmes, c'est un projet qui a été testé au Brésil. Au Brésil, ils ont eu leurs 1000 femmes, leurs 150 000 femmes, et maintenant, ils sont sur 1 million de femmes. C'est un test pilote, et il fallait choisir 7 régions au niveau du Sénégal, les 7 régions qui sont choisies sur l'indice de pauvreté, l'indice de taux démographique
et pour commencer, et avoir nos 1000 champions qui vont tirer d'autres personnes. Et comment ces championnes sont choisies justement? Quelle méthodologie est-ce que vous utilisez dans la mise en œuvre? Dans la mise en œuvre, c'est tout un processus. Déjà dans l'enrôlement, ça s'est fait au niveau des pôles emploi, entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans les 23 départements que comptent les 7 régions. Les femmes viennent se faire enrôler et il y a des questionnaires qui sont assez bien fouillés sur la femme, son expérience de vie, ses aspirations, ses aptitudes et les métiers sur lesquels elle est. D'accord. Alors, après 2 ans à peu près de mise en œuvre, parce que je rappelle que le projet a été lancé en 2021, on est en 2023 aujourd'hui, quel bilan est-ce qu'on peut faire de la mise en œuvre de ce projet? Oui, le projet se déroule très bien. On a fait notre première phase d'enrôlement. On est à 766 femmes enrôlées dans les 7 régions. Vous savez, le début d'un projet, il y a le ciblage qu'il faut faire. Le ciblage, c'est l'état des lieux qui permet de savoir dans chaque région quelle est la typologie de la vulnérabilité. Parce qu'on parle de femmes vulnérables. Qu'est-ce qui fait que cette femme soit vulnérable? Que ce soit des violences basées sur le genre, que ce soit le niveau d'éducation qui est bas, que ce soit le niveau de revenu qui est bas, que ce soit aussi les présenteurs sociaux qui sont là. C'est beaucoup de critères qui interviennent pour le ciblage de ces femmes. Lorsque ces femmes sont choisies et que vous les accompagnez, est-ce qu'à la fin, elles ont droit à un financement qui leur permette, par exemple, de lancer leurs propres activités génératrices de revenus? Ou comment vous faites pour gérer ce volet autonomisation? Oui, pour celles qui auront choisi l'entrepreneuriat, parce qu'il y aura d'autres qui ne seront pas à l'aise avec l'entrepreneuriat, c'est plus des sessions de formation, c'est plus des accompagnements sur comment faire son CV, comment se présenter, c'est plus des partenariats que nous allons nouer pour les aider à avoir cet emploi. Mais pour celles qui souhaiteraient entreprendre, il y a un parcours entrepreneurial. Il y a la formation qu'il faut faire et le financement va venir après. Oui, il y a des financements qu'on va mettre en place à travers des partenariats pour les appuyer dans le début de leur parcours entrepreneurial. Le projet n'est pas déroulé seulement en milieu urbain, en milieu rural également. On sait que parfois la barrière de la langue reste une difficulté pour beaucoup de femmes qui malheureusement ne sont pas alphabétisées, en tout cas en français. Dans vos recrutements, est-ce que vous tenez compte de ce critère-là? Oui, oui et non, parce que je pense que à date, surtout au niveau du ministère de la formation professionnelle, la langue n'est pas très handicapante. La langue n'est pas très handicapante. Les métiers, on a des modules de formation qui sont écrits sur plusieurs métiers. C'est pas handicapant. Donc, le fait de ne pas s'exprimer en français et de parler wolof ou une autre langue, CRR, Diola, c'est pas un problème ou un handicap. On peut très bien être enrôlé dans le cadre de ce programme. C'est pas handicapant et c'est même recherché, parce que quand on parle de valorisation des acquis de l'expérience, ce qui nous intéresse, c'est pas que vous pouviez écrire ou parler telle langue, c'est que vous pouviez exactement exercer le métier. C'est ce que vous pouvez faire. C'est ce que vous pouvez faire qui est important. La compétence, c'est ça qui est mise en avant. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres structures de l'État? Oui, on travaille avec d'autres structures de l'État. Dans le comité technique du projet, on a même le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. L'emploi qui était au niveau du ministère de la Formation, mais quand l'emploi est devenu un ministère et dans le ministère de la Jeunesse, on a le ministère de la Jeunesse. On a notamment le ministère de la Femme, parce que c'est un programme éminemment genré, 1000 femmes. On a aussi le ministère en charge du développement territorial, le ministère aussi en charge de la microfinance et de l'économie sociale solidaire, qui sont des partenaires d'exécution du projet. On reproche à beaucoup de programmes de cibler les femmes. On a l'impression qu'on oublie les hommes qui aussi font face à d'énormes difficultés. Qu'est-ce que vous répondrez à cette critique-là? Femmes, programme genre, dès qu'on dit genre, c'est forcément tourné vers les femmes, l'autonomisation des femmes. Elles sont braves, mais est-ce qu'on n'oublie pas les hommes? Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Ça me fait rire, d'autant plus que tout le temps en réunion de coordination, mon EG me dit, où sont mon 1000 hommes? C'est vrai. Oui, oui et non, parce que naturellement, les femmes sont quand même défavorisées, parce qu'on a plus de charges, on est plus vulnérable,
on a plus de charges et on a plus de difficultés à accéder à des postes de responsabilité ou bien à être maintenu dans un niveau. Vous pouvez vous défendre, hein, Théodore Adrien Ndiaye, vous portez toute la gente masculine. Les femmes ont-elles plus de charges que les hommes, finalement? Je suis tout à fait d'accord avec elle. Hein. Il faut faire la part belle aux femmes, parce que vraiment... Elles le méritent, non seulement elles le méritent, mais elles sont, comme elle a dit tout à l'heure, beaucoup plus dans le besoin. Il y a beaucoup d'activités qui ont été, beaucoup de programmes qui ont été faits où les hommes vraiment ont occupé les premiers plans. Vraiment, il est temps que vraiment qu'on donne la part belle aux femmes. Mais est-ce qu'on n'oublie pas les jeunes hommes, ces jeunes garçons qui aussi aimeraient pouvoir profiter de ces programmes, qu'il y ait des programmes spécifiques qui leur soient dédiés? Oui, et je pense que... il y a des programmes dédiés aux jeunes. Absolument. Il y a beaucoup de programmes dédiés aux jeunes au Sénégal. Peut-être les programmes dédiés aux femmes font plus de bruit, mais il y a beaucoup de programmes dédiés aux jeunes. Je pense qu'on fait la part belle véritablement aux jeunes femmes. Non, je fais le plaidoyer pour les jeunes garçons aussi, les jeunes hommes aussi, parce que véritablement, quand on parle de... Surtout, faut pas qu'on les oublie, quand on parle d'immigration irrégulière, c'est surtout nos jeunes garçons qui partent. Et donc, on doit peut-être faire plus pour eux également et ne pas les oublier. Même si, on a vu, hein, maintenant, il y a des jeunes femmes qui aussi prennent la pirogue comme ces jeunes garçons-là. Avec beaucoup de détermination. Oui, malheureusement. La question que je voudrais poser au docteur, comment est-ce que... Parce que quand on parle de gens, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens pensent aux femmes. Forcément. Mais les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, est-ce que vraiment ils sont pris en compte par ce projet-là? Le volet inclusion. Voilà. Oui, ils sont pris en compte. Les personnes à mobilité réduite sont prises en compte. Les femmes qui ont été incarcérées aussi ont sur ça. Vraiment, en termes de vulnérabilité, toutes les tranches de vulnérabilité sont prises en compte. Vous allez vers une rencontre prévue ce week-end, c'est ça? Vous allez regrouper justement ces femmes. Quel est l'objectif de ce colloque que vous organisez? Oui, on organise un forum les 5, 6 et 7 décembre. C'est un forum orientation. Vous savez, avec le projet 1000 femmes, on travaille avec beaucoup de collèges canadiens. Ils sont 50 ici au Sénégal. Ils arrivent goutte à goutte. Et c'est plus les orienter sur le travail qu'il faut faire, une mise en relation avec les partenaires sénégalais, parce qu'on travaille aussi avec 14 établissements de formation professionnelle et technique, le responsable d'insertion, le responsable de cellule champ. On travaille aussi avec les inspecteurs d'académie, les KOSP, les ARD. C'est toutes ces personnes qui sont partie prenante de ce projet qu'on met en relation, et on élabore aussi les programmes de mise en œuvre de chaque partenariat. Quels sont les grands succès qu'on pourrait mettre déjà à l'actif de ce programme 1000 femmes? Je ne sais pas si ça va compter, mais moi, ça m'a beaucoup plu quand on faisait l'état des lieux, et que l'état des lieux, c'était avec les gouverneurs dans chaque région. Une femme est venue et m'a dit « Madame Thiam, merci ». Je lui dis « Merci, pourquoi ?» Elle me dit « J'aurais jamais pensé un jour être dans une table de réunion avec le gouverneur de la région ». C'est quelque chose, c'est pas rien, parce que pour moi, cette femme-là, elle est consciente, là, elle est capable, elle est consciente qu'elle est capable d'arriver quelque part. Et ça, ce sont ces modèles de réussite pour moi, la femme, d'avoir ce saut qualitatif de vie, de savoir que en 2001, avant que j'étais dans le projet, j'étais à ce stade, et que là, 2 ans après, je suis capable de m'exprimer devant des autorités. Je suis capable d'être convoquée à des réunions. J'ai une activité qui est là et qui va se développer. Il y a encore de la place pour, je crois, à peu près 200 et quelques femmes dans le projet, n'est-ce pas? Oui. Donc les recrutements vont se poursuivre pour les bénéficiaires. Effectivement, effectivement. Les recrutements vont se poursuivre pour l'année prochaine. Qui? Comment? Où? Oui, au niveau des pôles emploi, au niveau des 23 pôles emploi des 7 régions. Et ce sont des campagnes qui, à chaque fois, on fait un peu de publicité sur ça. Il y a aussi les organisations communautaires qu'on contacte.
Et par cette voie, les femmes vont pouvoir se faire enrôler au niveau des pôles emploi. Très bien. Il reste exactement 2 minutes. J'ai une question commune pour... Une maintenant. Une maintenant. Et vraiment, en 30 secondes, même si c'est un dossier ou un sujet qui est très vaste, vous vous occupez des jeunes, vous vous occupez des femmes également, et véritablement, c'est l'avenir. Mais on le sait, ces derniers mois, l'actualité, c'était l'immigration irrégulière, nos jeunes qui veulent partir à l'extérieur. Vous, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation, et en termes de solutions, qu'est-ce qu'il faudrait faire très rapidement, Théodore Adrien Ndiaye? C'est assez complexe, je sais. C'est très très complexe, c'est un sujet très très complexe. Hein. Je disais avant-hier à un collègue, avant d'avoir connu le chômage, j'étais un des plus grands détracteurs de ceux qui prenaient les pirogues. Parce que je les jugeais, je disais qu'il ne fallait pas faire ceci. Mais quand tu as vécu le chômage, quand tu as vécu des moments où tu n'as même pas 25 francs dans ta poche, mais la pression sociale est énorme. Et là, je comprends. Je ne cautionne pas, mais je comprends pourquoi certains jeunes qui sont dans cette catégorie-là, parce qu'il faut le reconnaître aussi, quand on fait le profilage des jeunes qui prennent les pirogues, ce n'est pas seulement des jeunes qui chôment, ou bien ce n'est pas seulement des jeunes qui n'ont pas 27 francs dans leur poche. On a vu des jeunes qui ont dépensé des millions pour prendre des pirogues. Là aussi, il faut relativiser. Mais il faut reconnaître que c'est une question cruciale qui est là, qui interpelle les acteurs politiques, mais également la société civile, mais également nous autres acteurs qui s'occupons des jeunes. Docteur Thiam, très rapidement. Très rapidement, je dirais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Il faudrait aller vraiment vers la revalorisation de nos ressources humaines. Les jeunes sont désorientés et n'ont pas d'espoir. Vraiment, il faut faire un travail conséquent sur ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Théodore Adrien Ndiaye, merci. Et puis retenir également que dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, les collectivités territoriales sont aussi interpellées. Pour agir sur le coût des financements, les maires pour accompagner les jeunes, n'est-ce pas? Il le faut. C'est le cas. Oui. Absolument. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, docteur. Merci beaucoup, Théodore. Merci à Laura. Merci à Sarah. On se retrouve demain. Demain. Merci à l'ensemble des équipes en régie, à tous qui nous suivaient depuis 6h30. King Kiliba, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée. On se retrouve demain à la même heure. Merci. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left.